Allah'a. Yüzüğün olayım duden. Horlaş. Yüzün ardı davri. Atera. Espera, que no me sale. Ata con tu cara hecho una vela. Oye, subas y corres mi tren. Yo te corro. Vamos. Cártelo. À partir du moment où on n'a pas une véritable vision historique de la situation, on peut raconter n'importe quoi. Du coup, on peut dire il n'y a pas de conflit, donc il n'y a pas de processus de paix, donc il n'y a pas besoin de négociation, donc il n'y a besoin de rien. C'est simplement une histoire d'État qui lutte contre un des terrorismes ordinaires, et donc il faut simplement que les terroristes soient arrêtés, jugés, condamnés, emprisonnés, et ça sera terminé, on n'en parlera plus. Je pense qu'il faut absolument partir de ce point de départ-là. Qu'est-ce que c'est que le conflit basque? Depuis combien de temps il dure? Pourquoi il est né? Quels sont les partis qui s'y sont opposés? Quelles ont été les victimes des deux côtés? Quels ont été les torts des deux côtés? Voilà. Et c'est une fois qu'on aura admis ça qu'effectivement on pourra, j'allais presque dire idéologiquement, intellectuellement, entrer dans un vrai processus de paix. Le Pays Basque, pour l'opinion française, c'est quand même la guerre d'Espagne, Franco. Le Pays Basque est un des bastions de la résistance au franquisme. Et le Pays Basque est un des terrains d'expérimentation par les armées nazies et fascistes, avec le bombardement de Guernica. Et l'œuvre de Picasso, Guernica, est entrée dans l'histoire mondiale, dans la culture mondiale, par sa puissance évocatrice du massacre des civils. En 1937, quand Guernica est à peu près rasé, des centaines de morts, c'est une expérimentation de terreur par l'armée nazie sur le Pays Basque. Et Guernica, est entré dans l'histoire. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Un deuxième phénomène inverse, c'est en 1973, longtemps après, Carrero Blanco, dans sa grosse bagnole blindée qui pèse 3 tonnes, les Basques ont foutu tellement de dynamite dans le sous-sol, dans le palais de la rue, que sa voiture blindée vole par-dessus les immeubles voisins. Et nous avons applaudi à la mort de Carrero Blanco, qui était une des ordures franquistes. Donc les Basques, ils ont eu un côté toujours sympathique, parce qu'ils avaient été victimes du nazisme et victimes du franquisme. Clearly, the civil war in Spain was a brutal war. The atrocities that were committed were quite incredible, and one couldn't help but be sort of absolutely shocked at the brutality and the way in which soldiers would go into a village and literally just throw hand grenades into houses and kill who was ever there. Atrocities, as is always the case, were committed on both sides, but I think one can't deny the fact that the brutality of Franco and his forces were really quite extreme. And I think I emphasize the brutality of that civil war because it definitely has, I believe, still an impact on the politics in Spain today, and it has an impact on this particular conflict in the Basque country. Pero además existió una represión en retaguardia por la cual se provocaron miles de víctimas que no participaron en el conflicto bélico. Esta cifra de muertos son más de 100.000 para toda España. Y este asunto nunca fue investigado, obviamente, en tiempo de la dictadura y en el tiempo de la democracia tampoco. Hasta tal extremo que las cifras no son oficiales en España. No hay información oficial que hable de este asunto. Bueno, frankismoaren kalifikazioa nabaria da guk uste dugu mundu guztiarentzat. Agian ez
Madrilen dagoen Akademia de la Historia de España. Agian hoientzatez, zeren oraindik ari dira esaten, eta duela urte gutxi gainera, bueno, Franco ez zela diktadorea esan, agian autoritarioa bai, baino ez zainbestekoa, ez. Zorionez, herrian hori, bueno, nabaria da, mundu guztiak dakiela 100 urteko diktadura izan zela. Eta 100 urteko terrorea. On estime le régime franquiste comptable de 200 000 morts, 600 000 exilés, 1 500 000 prisonniers politiques, 120 000 disparus, 300 000 enfants enlevés, 200 camps de concentration et entre 600 et 800 charniers. Ce qui fait de l'Espagne le pays qui compte le plus de disparus au monde après le Cambodge. Hemos abierto 500 fosas comunes y hemos recuperado más de 8.000 esqueletos. Y lo que asombra a especialistas forenses de otros lugares del mundo es que, siendo las cifras tan grandes, además nunca se hayan investigado. Y eso es precisamente lo que encaja en la llamada memoria histórica en España, que no habla del pasado, sino que habla del presente. La memoria histórica está hablando de las cosas que tenemos pendientes de resolver, de aquellos asuntos que estaban insuficientemente estudiados y que, por lo tanto, en la sociedad democrática actual siguen pendientes de análisis. Guri ez ziguten uzten euskaraz hitz egitea, ni orain ari naizen hizkuntza. Gure kultura zapustea nahi beste kultura bat ezarriaz. Hori frankismoak egin zuen. Bueno, ez frankismoak, historian zehar Kastillako erresumak egin zuen, Nafarroako erresuma duela 500 urte militarki hartu zuen. Bueno, Manu Militari azkena Franco izan zen. Eta bere kultura espainolista, ez espainiarra, guk espainiarraren aurka ez daukagu ezer. Baina espainolismoari hor bai, horren aurka bagadude, ez da? Eta horren aurka badago, herri gehien uste dugu, espainolismo zital eta inposatzaile horren aurka badagoela. Je dirais que c'est un système de domination totale, politique, économique et culturelle. Et donc évidemment, plus le territoire a des particularités fortes, plus ce système de domination et d'assimilation forcée a des conséquences fortes. La pression qui s'exerce sur le Pays basque est une pression considérable et qui est d'autant plus accrue par les spécificités économiques et culturelles du Pays basque. Parce que le Pays basque est riche et parce que le Pays basque est culturellement différent, la pression du gouvernement espagnol sera plus forte à l'endroit de ce territoire. Fueron 40 años de una represión preferencial, continua, sistemática, contra la lengua, contra la identidad vasca, contra incluso con la manera de gobernarnos nosotros mismos. Y eso produce una reacción. Esa reacción se produce en los años 60, al calor de la Revolución Cubana y de Argelia, tiene mucha importancia aquí, y surge un movimiento que se llama ETA, País Vasco y su libertad. Y eso fue la reacción que produjo el franquismo por esa persecución tan continua y tan perseverante. Prácticamente el pueblo quedó sumido en el silencio hasta que en un momento determinado, en 1958, afortunadamente, ese pueblo dio origen a un nivel de resistencia, a un movimiento de voluntariado que se llamó ETA en su día y que empezó a agrupar gentes, a agrupar sectores, a agrupar estructuras para combatir no solo el franquismo, sino para continuar reivindicando lo que eran los derechos nacionales y sociales de este pueblo. Y eso, bueno, duró desde el año 58 pues hasta la actualidad prácticamente, donde todas esas reivindicaciones pues siguen pendientes, digamos. Fue una resistencia al franquismo, sobre todo porque su violencia, su terror, no era terrorismo. El terrorismo es cuando uno pone una bomba en un metro o en un almacén Era muy selectiva. Iba contra militares y contra policías y contra gente del régimen. Lo que pasa es que eso luego se fue ampliando. Pero en tiempos del franquismo, aquello lógicamente, claro, eran guardias civiles que torturaban
y que ETA pues atentara contra ellos y los matara, la gente pues lo celebraba, ¿no? Je crois que le recours à la violence, il est important, d'abord parce qu'il marque une différence considérable dans les modes d'opposition franquisme, mais parce qu'il va au fond incarner un certain nombre d'événements extraordinairement symboliques. La violence utilisée par État s'incarne au fond autour de deux dates, c'est 70 le procès de Burgos, 73 l'exécution de Carrero Blanco, qui était le successeur présumé pour le franquisme, pour le général Franco, et évidemment il y a le caractère extrêmement spectaculaire de l'attentat, cette voiture qui explose, qui monte en l'air et qui se désintègre à sa chute, ça va donner à État une dimension internationale considérable. Les liens qu'on évoquait tout à l'heure d'ailleurs avec le mouvement algérien, avec le mouvement cubain, sont pas non plus inintéressants parce qu'on est dans l'époque des guérilleros. Et donc on voit bien, on a la sensation qu'il y a une certaine forme de logique entre le combat d'indépendance, la lutte contre un régime autoritaire, l'utilisation de la violence. Après tout, on n'est pas très loin de la Deuxième Guerre mondiale, on n'est pas très loin de la résistance. Ce qui fait qu'au fond, ETA, très rapidement, va devenir le symbole de la lutte anti-franquiste, qui utilise les moyens que l'on considère comme encore admissibles à l'époque. Españoles, Franco ha muerto. La fin du franquisme n'a... Enfin, non, je recommence. La mort du général Franco n'a pas signifié la fin du franquisme. Donc la transition démocratique n'a pas eu d'effet sur le conflit basque. On peut même considérer que ça l'a exacerbé, assez curieusement. Mais pas trop curieusement, puisque, effectivement, le Franco a disparu, mais pas le franquisme. Voilà, c'est tout simple. Ce qu'il en reste, aussi bien chez des nostalgiques du franquisme, on sait qu'il y en a encore, on sait qu'il y a des gens qui viennent encore commémorer Franco, sa date de naissance, sa date de mort ou cette date d'exaction, mais ça ferait commémorer sûrement toute l'année. Mais on sait qu'il y a des personnes qui banalisent, qui trouvent que ça n'est pas si grave. On sait qu'il y a des personnes qui font des équivalences, qui trouvent que c'était pareil, l'autoritarisme, le fascisme, bon, voilà, et tout le reste, effectivement, avec les solidarités nazies et tout le reste, qui a des équivalences avec l'engagement des républicains, le fait que les républicains étaient prêts à prendre les armes. Non. Donc, il faut clarifier les choses, aussi bien dans la société espagnole que dans la société française et dans l'esprit des gens dans le monde. Il faut clarifier les choses. Il n'y a pas d'équivalence. Il n'y a pas d'équivalence entre la domination, l'autoritarisme, l'état d'exception, les pratiques d'exception, les meurtres d'État, la criminalité extrajudiciaire, etc., d'un côté, et puis d'un autre côté, de la résistance, l'attachement jusqu'au risque, jusqu'au péril de sa vie, l'attachement à des valeurs, à une république, à une société démocratique, à l'égalité entre les citoyens. Il n'y a pas d'équivalence. Il n'y a pas d'équivalence. Et la guerre ne fait pas d'équivalence. D'être face à face avec des armes, ça ne fait pas d'équivalence. Donc je crois que c'est sur ça qu'il nous faut faire des efforts de clarification. Les mêmes vont rester en place. Il n'y a aucune condamnation des policiers, des gardes civils, des militaires qui ont utilisé des méthodes répressives et qui auraient bien mérité de se voir demander des comptes. Et comme il n'y a pas de condamnation et qu'il reste en place, il n'y a pas de condamnation morale du système. Il y a une forme de continuité des pratiques et qui fait qu'au fond, finalement, pour repartir d'un thème qui est aussi très important cette histoire-là, la torture ne s'arrête pas. La répression ne s'arrête pas. La violence politique ne s'arrête pas. Le paradoxe de la transition espagnole, c'est une période de construction pacifique de la démocratie qui s'opère dans un contexte extrêmement violent avec près de 700 morts entre 1975 et 1982. Au printemps 1977, alors que le Pays basque connaît des mobilisations sociales d'une rare ampleur, à caractère insurrectionnel, qui se verront très violemment réprimés par un grand nombre d'arrestations et 7 morts parmi les manifestants, une occasion historique va se présenter lors des discussions secrètes de Chiberta à Anglette. Ces rencontres clandestines réunissent toutes les forces politiques, sociales et militaires indépendantistes. Elles ont pour objectif la mise sur pied d'un véritable front populaire basque et pour but
la démocratisation du territoire. Afin que ce front populaire se concrétise, ETA va pour la première fois dans ce conflit mettre dans la balance des négociations la fin de la lutte armée. Malgré cette proposition qui aurait pu bouleverser le cours du conflit dès 1977, le PNV, Parti démocrate chrétien basque, préférera négocier avec le gouvernement espagnol afin d'assurer ses propres intérêts politiques et quittera ces discussions secrètes en tournant le dos à cette avancée historique et au front commun. Quelques mois plus tard, 2 membres éminents de la délégation d'ETA qui ont porté à Chiberta cette proposition de sortie de la lutte armée sont ciblés par 2 attentats commandités par l'État espagnol. Le 21 décembre 1978, Argala est tué à Anglette et le 13 janvier 1979 au matin, Peixoto est laissé pour mort à Saint-Jean-de-Luz. On introduit ici une espèce de contradiction, à mon sens, absolument fondamentale, entre un système qui est véritablement un système démocratique, qui se transforme en un système de démocratie parlementaire, qui adhère en plus, qui rentre dans l'Union européenne, enfin, à l'époque dans le marché commun, et en même temps un système qui maintient des pratiques héritées de la dictature, justifiées par la lutte antiterroriste, comme le système français colonial avait maintenu la torture et accentué la torture dans les années 50, le système espagnol va le faire aussi. Depuis sa fondation en 1958, ETA est responsable de 837 morts, dont 506 militaires et policiers. Dans les rangs de l'organisation, on compte 44 000 arrestations, 22 000 prisonniers, 494 morts perpétrés par l'État espagnol et ses milices paramilitaires, et plus de 5 400 cas de tortures avérées avec une multiplication par 3 des tortures après la transition démocratique de 1978. Et le point d'orgue de cette espèce de contradiction, qui à mon avis est très importante dans la compréhension de ce système, c'est la période du GAL. C'est la période où le gouvernement socialiste de Felipe González, alors peut-être pas lui si on veut respecter la présomption d'innocence, encore que, mais en tout cas des ministres socialistes du gouvernement de Felipe González vont utiliser des paramilitaires d'extrême droite pour venir assassiner des militants basques qui ont le statut, pour certains, de réfugiés politiques en France. Biarritz, Anglette, Saint-Jean-de-Luz, Bayonne, Hendaye. Voitures piégées, enlèvements, assassinats, fusillades. 25 morts et plus de 30 blessés en 2 ans et demi. Jamais depuis la guerre d'Algérie, une organisation terroriste n'a laissé de traces aussi sanglantes en France. Ce terrorisme noir est signé GAL, groupe antiterroriste de libération. Ce qui, entre parenthèses, fait des GAL, jusqu'à l'arrivée de la vague islamiste de 2015, le groupe terroriste le plus meurtrier sur le territoire français. Évidemment, il tue des Basques, donc d'une certaine façon, c'est pas du terrorisme totalement aveugle, et ça reste très localisé, donc le gouvernement français s'en souciera modérément. Mais il s'en souciera quand même, parce que c'est pas très bien, évidemment, d'avoir du terrorisme noir dans le Sud. Et donc, c'est le début de la collaboration. Ça va très bien marcher, hein. Légal, ça va très bien marcher. Hein. En gros, qu'est-ce que dit le gouvernement espagnol à la France ? Elle dit... Voilà, nous, on exporte chez vous le conflit basque. Vous dites que le conflit basque n'est uniquement un conflit espagnol, c'est pas vrai, la preuve, regardez, c'est en train de déborder chez vous. Nous marchions dans la rue en bavardant, tranquillement. La camionnette était à cet endroit, quand tout à coup la moto a explosé. Là, il y avait un photographe. Il était sûrement au courant de ce qui allait se passer. Pour moi, c'est la police ou quelqu'un d'autre qui l'avait renseigné. Pendant que nous étions au bar, le commissaire de Biarritz et ses hommes sont passés 3 fois devant. Ils savaient quelque chose. Ils savaient qu'il se passerait quelque chose. La police était donc au courant que l'attentat devait avoir lieu et elle ne vous avait pas prévenu.
Bon, si la police passe à côté de nous sans nous prévenir, c'est qu'ils veulent nous laisser tuer tous sans intervenir. Ça, c'est évident. Ils se sont mis d'accord avec le gouvernement espagnol et ils s'entraident. Ce qu'ils veulent, c'est nous exterminer, nous faire partir d'ici. Nous avons demandé à rencontrer le commissaire de Biarritz. Le ministère de l'Intérieur nous l'a interdit. Les Galles, ce qu'on appelait les Galleux, c'était pas forcément des policiers espagnols, mais surtout des voyous espagnols, qui étaient motivés, qui étaient payés, pour aller commettre du contre-terrorisme en France. Ils ont tué des citoyens français, même des fonctionnaires de la police nationale. Alors, je peux vous dire qu'on s'en est occupé. On les a identifiés, bon. Et le gouvernement espagnol de l'époque niait totalement. Il disait, c'est pas vrai, c'est pas nous, c'est pas eux. Je disais, mais moi j'apportais on a fait des filatures, on a remonté, on a des voitures, on a des preuves. Ils niaient comme des enfants. Je leur disais, mais arrêtez, vous me fatiguez. Moi j'ai les preuves, des vraies preuves, qui en justice, bon. Pourquoi ? Parce que les Espagnols ne supportent pas la problématique du Pays Basque. Environ 8 heures ce matin, un autobus transportant 50 gardes civils traverse la place de la République dominicaine. Soudain, l'explosion. L'autobus est criblé d'éclats. 8 gardes civils ont été tués, une trentaine de blessés. Certains sont dans un état très grave. La voiture piégée était stationnée depuis près d'un mois sur la place où l'attentat a eu lieu. Autant dire qu'il n'était pas improvisé. C'est dans ce contexte d'intensification des violences, appuyé par des mobilisations sociales de grande ampleur pour sortir du conflit armé, que vont se dérouler à partir de 1989 3 temps de négociations bilatérales entre l'État espagnol et ETA pour penser la sortie du conflit armé. Le premier à Alger en 1989, où sont mêlées discussions militaires et politiques. Le second à Zurich en 1999, alors que viennent d'être ratifiés les accords de Lissara-Garassi qui ont fait naître un immense espoir en réussissant ce qui avait été manqué en 1977 à Chiberta, la constitution d'un front populaire basque. Et enfin, de 2005 à 2007, la dernière tentative de négociation bilatérale cherche avec le processus dit de Loyola à faire la synthèse des expériences passées. L'idée ici est de séparer formellement négociations politiques et questions militaires par 2 tables de négociation. L'une politique à Loyola, l'autre technique à Genève. Autour de ces 3 temps de négociations bilatérales, des arrestations interviendront systématiquement parmi les dirigeants d'ETA afin de déstabiliser l'organisation. Malgré les spécificités et avancées respectives de chacune de ces discussions, toutes vont échouer dans leur tentative de résoudre le dernier et plus ancien conflit armé d'Europe occidentale. Et c'est ainsi que le 30 décembre 2006, s'ouvre un dernier cycle de violence avec l'explosion du terminal 4 de l'aéroport de Madrid. L'attentat d'aujourd'hui est incompatible avec l'accord de cessez-le-feu permanent. En conséquence, j'ai ordonné de suspendre toutes les initiatives liées aux efforts de dialogue. C'est à cette date que l'histoire va prendre un tournant inédit et que la communauté internationale est invitée par la gauche indépendantiste à se mobiliser. I was there when the talks collapsed in Geneva, and I looked at the faces of the political leaders from the independentist side who were there at the time, and they were furious. Their faces collapsed. And that led them, I believe, to then go and try and win over the base of the independentist movement in the Basque Country to following a political path rather than a military path. And I think it took them hundreds, possibly thousands of meetings and discussions up and down the country to win the support for that approach. And that worked in the end. That fundamentally changed the approach. Eta 2009an justu eztabaidori ekitera gindoa zenean, azken ukituak ematen nolabait esateko eztabaida prozesu horri, dokumentuak hasik eginda zegonean eta dokumentua oinarrietan, ezker abertzaleko oinarrietan, herriz herri banatzen ari zen momentuan, eman ziren atxiloketak.
Eta atxiloketa horiek noski eman zituen prozesu hori egitera gindoazela bazekien gobernu batek, bazekien estadu batek. Eta kontua da zergatik. Lehengo estenatokian, estrategia politiko-militar horri, nolabait ezker abertzalearen estrategia politiko-militar horri, estatu nolabait neurri hartua zion. Eta nahiago zuen, irabazle galtzailearen estrategian segitzea, pentsatzen estatuak irabaziko zuela gudu hori, alegia ezker abertzaleak segitzen zuen estrategia horretan irabazle izango zela estatua denboran, alegia hildo horretan segitzek, errealitate horretan segitzeak estatuari konbenizitzaion. It's what even in Nigeria, when they ended the Biafran War, the government put posters everywhere saying no winners, no losers. And yet the Spanish government of the PP was determined to be a winner and Etas to be seen as the loser. And that's why it took so long for that last stage. Sinn Féin, even at the height of the Troubles, was getting a third of the Catholic vote in Northern Ireland. They had real political support despite the violence that was going on, and that's why we had to deal with them. And the same was clearly true in the Basque Country too. There was political support for the nationalist trend, and therefore it had to be engaged. Donc de là s'ensuit un événement qui est extrêmement important, qui est la conférence internationale de paix de l'AIT à Saint-Sébastien, qui réunit beaucoup de personnalités de haut rang, quand même, des personnalités internationales, qui viennent en quelque sorte, par leur seule présence, exprimer la nécessité d'arriver à la mise en place d'un processus de paix. Donc cette déclaration en 5 points acte, entre autres, la nécessité d'arrêter la lutte armée de la part de l'ETA, la nécessité de discuter entre l'ETA et les États français et espagnols, qui devront acter cette décision de l'ETA d'arrêter son activité armée. Elle acte aussi l'importance de prendre en compte la question des victimes, des conséquences du conflit, et enfin, la communauté internationale propose son aide, son regard pour mener à bien cette feuille de route. Donc ça, c'est un événement extrêmement important. À cette conférence à Saint-Sébastien, on trouve ces personnalités internationales, mais on retrouve aussi des représentants de l'ensemble des forces politiques et syndicales qui sont présentes sur le Pays Basque Sud et le Pays Basque Nord. Thank you very much. Donc ça a été un grand moment parce que, moi je dirais nouvel espoir. Déjà de voir cette communauté internationale qui croit en ça, de voir que les gens se remettent autour d'une table et une organisation ETA qui va répondre 3 jours après favorablement avec une déclaration historique. Le 20 octobre 2011, ETA annonce solennellement la fin de la lutte armée et appelle le peuple basque à prendre part dans la sortie raisonnée du conflit. Déclaration qui n'infléchira pas les politiques répressives des États espagnols et français. Bien au contraire, ces derniers feront tout, en multipliant les arrestations, pour empêcher le futur désarmement. Nada les debemos y nada les tenemos que agradecer. La France et l'Espagne continueront donc à œuvrer avec la même détermination. Cette politique sera poursuivie, donc il n'y a pas de changement. Il ne peut pas y avoir de changement. Leur attitude, à mon avis, c'est primitive. Nous voulons gagner, on veut vous éliminer, rien d'autre nous intéresse. Et c'est pas dans ces conditions-là qu'on peut entamer un dialogue quelconque. Et pour l'instant, avec l'Espagne, on est là. Et en conséquence aussi de cette attitude, on est là en France aussi. Bon, ce qui s'est passé après, c'est malheureusement très rapidement, si ce n'est le jour même, le gouvernement du PP va carrément, je dirais mépriser la communauté internationale avec vraiment des mots très très durs, notamment à l'encontre de Kofi Annan, et va dès le premier moment refuser la mise en place de ce processus de paix-là et va, à partir de là, lancer l'unique message. Ici, il n'y a pas de conflit, ici, il n'y a que du terrorisme et
les terroristes, on les terrorise, et donc c'est par la voie policière qu'on trouvera une issue à tout ça. The use of the word terrorism isn't really very helpful. It's simply used as a way of insulting the other side. Terror can be used by a government. Terror can be used by an individual, can be used by a group. It doesn't tell you what their motives are. It tells you nothing about how to solve the problem. On pourrait imaginer que dans ce nouveau scénario, il y ait des signes d'apaisement qui soient envoyés juste comme expression d'une volonté de construire quelque chose. Ben non, bien au contraire, la dispersion des prisonniers dans différentes prisons de l'État français espagnol a augmenté, les droits des prisonniers ont continué à être bafoués, et dans certains cas, sur certains conflits bien précis, dans des situations complètement aberrantes. Les familles donc ont continué, ça c'est très important, je pense, la question des prisonniers politiques et de leurs familles, parce que au regard de cette phase de confrontation armée, on parle de milliers et de milliers de personnes qui à un moment donné ont été soit mises en examen, incarcérées, arrêtées et ont subi une garde à vue, été emprisonnées, ont connu quelqu'un qui a été emprisonné ou torturé, etc. Donc ça fait beaucoup de monde qui finalement avait beaucoup d'espoir et se sent vraiment frustré de constater que non seulement les choses ne s'arrangent pas, mais en plus, sur certains points, les conditions, par exemple des prisonniers, se dégradent. Baina funtsean hori dago. Alegia, estatuak ez zuen aldatu nahi herri honekiko, azken urtetan eraman bizi zen egoera, ez? Konflikto egoera hori, gatazka egoera hori, ez zuen horrei buelta eman nahi, ez zion buelta eman nahi, erosoago sentitzelako egoera horretan, batetik eta bestetik, herri honentzako agenda demokratikorik ez daukalako. Estatu Espainiarrak ez dauka agenda demokratikorik herri honen gatazkarantzat, beraz, hobe gatazka intensidade handi edo txikiagoko gatazka, kasu horretan txikiagoa zen gatazka armatu batekin segi, hobe, horrekin segitzea nahiago, bake estenatoki bat, eta demokraziazko estenatoki bat irikitzea baino. Ici, les gens ont réussi à parler, sensibilités politiques différentes, à se mettre d'accord sur un certain nombre de points extrêmement concrets qui définissent un petit peu cette feuille de route. Il y a des personnes aussi qui ont réussi à parler alors que elles étaient quelques années auparavant des deux côtés de la barricade, si on peut dire. Hein. Donc il y a des choses qui se sont passées au niveau de la société civile qui sont extrêmement fortes de sens. Et à côté de ça, la question du conflit basque continue à être instrumentalisée par les gouvernements français et espagnols pour des intérêts qui dépassent totalement ceux des habitants d'ici. Malgré nos démarches, malgré tout un travail au-delà des étiquettes politiques des uns et des autres, nous avons été confrontés à ce silence, cette indifférence, comme si, dans l'histoire, on avait un exemple de conflit qui n'avait pu être réglé que par des opérations militaires ou policières. Aucun conflit dans l'histoire n'est réglé par les armes. Plus incroyable encore, c'est que les États vont en fait mettre des obstacles à un travail qui se met en place après la décision d'arrêter la lutte armée, qui est un travail d'inventaire de l'arsenal d'État et de mise sous scellé de cet arsenal pour bien contrôler que les armes ne partent pas, n'aillent pas à des gens, par exemple une dissidence qui voudrait réalimenter le conflit, etc. Et donc, les États et les polices françaises et espagnoles vont en fait s'amuser d'une part à arrêter les militants de l'organisation d'État qui mènent ce travail d'inventaire, de mise sous scellé, etc., mais en plus vont également faire des pressions sur les membres de la Commission internationale de vérification ou les gens, les experts, les spécialistes qui sont chargés de vérifier, de favoriser ce processus de neutralisation de l'arsenal d'État. Even to a right-wing government in Israel, a right-wing government that is non-concessionist at all, let's imagine that Hamas comes to them and say, listen,
end of violence. We are, end of the story. Well, Israel would say, no, I don't believe you. But let's say that come the security services and say, listen, that's true. That's not just the end of violence, but they want to give want to give their weapons in a demonstrative act to Israel, and even more than that, they are not asking in exchange for Palestinian self-determination and nothing. The only thing they're asking is, the prisoners, keep them close to Gaza or something like that. I mean, quite sure that the Israel government would say, please go take them. That doesn't matter. Go take them. Take them, it's okay. Thank you very much. Nous, en tout cas, qui étions donc des militants qui étions plutôt critiques, voire très critiques par rapport à la stratégie de lutte armée d'État, et qui avions applaudi à sa décision d'arrêter la lutte armée, on voyait ça d'un œil très préoccupé, inquiet. On est rentré en contact avec l'organisation État et on a commencé à discuter pour justement voir si effectivement, comme il l'affirmait, il y avait une volonté réelle de désarmer, etc. Et de leur proposer de contribuer à ce désarmement et jusqu'à leur proposer de nous déléguer la responsabilité du démantèlement de leur arsenal. 5 personnes, dont une femme, ont été interpellées vendredi soir sur la commune de Luosoa, au Pays Basque. Une opération portant un coup dur à l'ETA, selon le ministre de l'Intérieur. Moi, je veux féliciter toutes les forces de sécurité qui ont procédé à des arrestations et qui ont pu saisir de très nombreuses armes, des explosifs, des munitions. Aujourd'hui, c'est à la justice, c'est au procureur de mener l'enquête. Ma question, est-ce que c'est un raté? Non. Placées en garde à vue, les 5 personnes interpellées sont actuellement entendues à la police judiciaire de Bayonne et devraient être transférées prochainement au parquet antiterroriste de Paris. Ceux qui ont été arrêtés à Luosoa, ce sont des faiseurs de paix, sont traités comme des criminels, alors qu'en réalité, ils sont en train de construire la paix en Pays Basque pour demain. C'était ridicule, Et le ministre de l'Intérieur, il aurait dû réfléchir un petit peu avant de faire une telle déclaration. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? D'après mes informations et les gens que je connais qui se sont occupés de ça, il y avait une volonté d'essayer de faire une étape de plus dans le désarmement, en désarmant, y compris désarmant d'une façon technique, c'est-à-dire en neutralisant des armes qui, si elles ont été démilitarisées, ne sont plus des armes. Donc ça paraît une très bonne chose, ça. Là, je dois dire que mon lointain successeur, comment il s'appelle ça, Leroux, bon, il a dû pas être très bien briefé avant de s'exprimer là-dessus. Donc vous avez une organisation qui dit « je vous remets les armes pour qu'elles soient neutralisées quand dans un processus de paix ». Et vous avez de l'autre côté, donc c'est une application très claire du phénomène du déni, un gouvernement ou des policiers qui vous disent nous avons réussi une opération antiterroriste extraordinaire, donc c'est une victoire. Alors, effectivement, tout ça n'a strictement aucun sens. Et je comprends que, pas simplement les élus, les représentants du peuple basque, mais le peuple basque lui-même, soit, moi c'est un terme que j'utilisais, humilié. Parce que c'est vraiment non seulement méconnaître cette réalité, mais c'est en même temps mépriser une aspiration très forte du peuple basque. On ne veut pas voir le fait que, y compris dans les prisons, il y a des hommes et des femmes qui disent « on veut tourner la page ». Ce qui ne veut pas dire que l'on nie ce que l'on a fait, on le regarde en face, et comme on veut avancer, on est prêt à faire des gestes. Donc on ne prend pas ça en compte, on met la couvercle sur la marmite en disant « de toute façon, il ne représente plus rien, on a gagné la guerre ». Mais on sait ce que ça donne par la suite. C'est que la marmite, un jour, elle explose à nouveau. When we think about a new Basque country, a new Basque region, whatever its political future is, whether it achieves independence one day or not, whether it has greater autonomy or not,
one can't help but wonder about the quality and nature of its ongoing relationship with Madrid. That played no constructive role. It played a role, but it wasn't a constructive role in the achievement of a peace process. You know, we can have no doubt, much like the Irish situation, most of the people, most of them, and when I say most of them, I mean 99.99% of people who I met in prison, including myself, would never have been in prison, except because of our political convictions. And I'm conscious of the demands of victims. You know, even though it's wrong to generalize, not all victims or survivors or their families have the same position. We shouldn't generalize about that. And I don't consider myself to be a victim, but in this office that we're in, people died in this office. This office was bombed, shot up, attacked with rockets, you know. And we reach out, we say it's over. Sinn Féin, it's done, it's finished with. We want to make friends with the people who tried to kill us in this office, because that's the future. The future is one in which people in the Basque Country live happily and in equality with people in the Spanish state. And, you know, I'm not anti-British, I'm not anti-Spanish, but we just need to learn the lesson. And sometimes I find that those who shout the loudest are those who were not at least bit affected themselves personally by the ravages and the horribleness of conflict. Quand on entend le mot paix, évidemment, c'est pas la paix des cimetières, c'est pas la paix des vaincus, c'est la paix basée sur la justice. Et nous y travaillons et nous ne doutons pas un seul instant. Et à l'instant où je vous parle, c'est une vérité qui habite des milliers et des milliers de gens dans ce pays, c'est que nous parviendrons à imposer, et j'utilise ce terme imposer de façon un petit peu provocante, mais nous allons finir par imposer les conditions d'une paix juste et durable pour le peuple basque. Enfin. Bonjour à tout le monde et un grand merci d'avoir répondu à l'appel de ce 8 avril et vous être déplacés en si grand nombre sur cette place de Bayonne. Rien n'aurait pu être possible si vous n'aviez pas cru à cet élan, si vous n'aviez pas cru qu'en effet, nous avions le pouvoir de changer les choses et d'ouvrir la voie au processus de paix. De la part de tous les organisateurs, un grand merci, parce que cette réussite, la réussite de cette journée, elle tient surtout parce que vous êtes tous là. Le 8 avril, c'est un moment assez extraordinaire, un peu incroyable, quoi. Ça ressemble à rien. Il faut dire les choses comme elles sont, puisque dans un conflit, il y a une partie qui dépose les armes. Voilà. Bon, donc la guerre est finie. Vive la paix. Alors, ce qui est bizarre, c'est que l'autre partie au conflit n'en a pas envie, quoi. Enfin, il y a quelque chose de profondément absurde. Alors c'est vrai que l'État français n'en a pas envie, mais en même temps, il se dit bon, on peut pas trop quand même recourir à nos méthodes ordinaires. On ne va pas faire de la répression parce que évidemment, il y a un regard, j'allais presque dire du monde entier sur ce qui est en train de se passer. Donc on a, enfin, le processus qu'on a connu, quoi, avec des caches qui sont signalés aux autorités françaises, à la police, à la gendarmerie.
en leur disant bon, on va vous accompagner, vous allez pouvoir les récupérer. Il y a même une cache, la police n'arrivait pas à trouver l'endroit exactement, donc les Basques les ont conduits, quoi, les ont amenés sur place, ils leur ont remis les armes. Quoi. En même temps, c'est une grande fête, enfin, faut dire les choses telles qu'elles sont. Enfin, moi, je me souviens de ce jour-là, c'était beau, quoi, on avait tous les larmes aux yeux, quoi. Sur la grande place de Bayonne, c'était des milliers de personnes. On dit souvent le peuple, mais il était là, le peuple. C'était vraiment tout un tas de gens qui écoutaient, qui buvaient les paroles, qui communiaient. C'était la fin de la guerre. Quand je parle à d'autres mouvements dans le monde du désarmement de l'ETA, ils me disent mais ils sont fous, mais qu'est-ce qui leur est passé par la tête, mais comment est-ce que maintenant ils peuvent s'assurer qu'il y aura une avancée sur tous les dossiers sur lesquels ils travaillent depuis tellement d'années. Je pense que la force de ce mouvement-là, ça a été de montrer qu'on peut se défaire de sa capacité à détruire par la violence de manière digne, de manière inclusive, transparente, coordonnée, de manière sécurisée et sans que ça soit vécu par le mouvement et par la population, par la base, comme une défaite, comme une capitulation et comme une humiliation. Il y a quelques semaines, nous avons invité une délégation de négociateurs qui représentent des groupes armés, donc 6 ou 7 groupes armés dans le monde qui sont actuellement en négociation ou en phase d'attente de négociation, qui sont venus au Pays Basque, non pas pour venir apporter leur contribution, mais pour apprendre de ce qui s'était passé au Pays Basque. Je me rappelle le premier forum social en 2009, on m'a posé la question, quelle est la place de la société civile dans le désarmement et la démilitarisation, ce qu'on appelle le DDR en anglais, Disarmament, Demobilization, Reintegration. Et moi, je leur ai dit, mais la société civile, elle ne fait pas partie de ces processus en général. Ce sont vraiment des processus qui se passent directement avec les acteurs concernés. Mais peut-être que le Pays Basque va innover. Peut-être que vous allez trouver une force en vous qui va vous permettre de développer des nouveaux schémas. Peut-être même que la société civile aura un rôle dans la vérification du processus de DDR. Et puis, c'est ce qui s'est passé. Et c'est incroyable. Moi, quand j'ai lancé ça dans l'air, je pensais pas que ça serait quelque chose qui allait se réaliser un jour, quoi. Que seguimos levantándonos. En su día nos levantamos en armas y ahora seguimos levantados en política. Y fruto de ese levantamiento yo creo que se van a dar las acumulaciones de fuerzas suficientes, acumulaciones culturales, sociales, económicas, populares, de jóvenes, de mujeres y tal, que es lo que está cada día creciendo más. Y entonces esperamos todos y todas que un día pues consigamos ese objetivo que hoy está planteado en nuestro caso en Euskal Herria, que es esa república vasca, una república fruto de una confederación de los 3 territorios que en este momento estamos separados, el territorio de la comunidad autónoma, el territorio de Nafarroa y el territorio de Iparralde, que un día podamos conjuntarnos, crear esa república vasca y que podamos hablar en su día de tú a tú, pues a una república francesa. Euskaditas Katasuna est né alors que le Pays Basque agonisait, étouffé par les serres du franquisme et assimilé par l'État jacobin. Et maintenant, 60 ans plus tard, un peuple vivant existe et veut décider de son avenir, grâce au travail réalisé dans différents domaines et la lutte menée par plusieurs générations. État est né du peuple et à présent, elle se dissout en lui. Gora Euskal Herria askatuta. Et pourtant, depuis cette date historique de l'autodissolution, la répression des États espagnols et français continue. Le 16 mai 2019, Yoshua Urrutikoetxea, cheville ouvrière de la sortie du conflit armé, est arrêté dans un hôpital public en France au milieu de soins urgents qui lui étaient prodigués. C'est lui qui a prêté sa voix pour annoncer le 3 mai 2018 l'autodissolution de l'organisation ETA, qui a participé depuis Chiberta à l'ensemble du processus de sortie du conflit armé, qui a été condamné uniquement et précisément pour être présent sur ces temps de négociation, et qui a passé plus de 27 années de privation de liberté, 10 ans de prison et 17 ans en semi-clandestinité, puisqu'il a été accueilli le temps des négociations par les États suisses et norvégiens. C'est cet homme qui a permis à la population basque de regarder en face, ensemble et lucidement l'avenir,
qu'aujourd'hui, au mépris de toutes les règles diplomatiques élémentaires en matière de protectorat, l'État français choisit d'enfermer. À partir du moment où justement ces personnes-là contribuent à ce qu'on arrive à sortir de cet affrontement militaire, avec des morts, avec des tortures, avec des transgressions à la loi, y compris par celles et ceux qui sont les gardiennes et les gardiens de la loi, on doit tenir compte, de la même façon qu'on a tenu compte de leur courage dans le choix de cette cause, on doit tenir compte de leur force morale dans la contribution à la résolution de ce conflit et de ce problème. Donc c'est ça le sens de l'espace pour un geste, pour des gestes. Moi, j'essaye de pas trop intervenir sur des cas individuels en public, en tout cas, mais c'est vrai que tu as des personnages assez extraordinaires qui portent la parole de la paix. Hein. Alors, effectivement, on parle plus généralement des personnalités extérieures, internationales, que des Basques eux-mêmes. Mais je pense qu'il faudrait remettre l'éclairage sur eux. Voilà, parce que bon, moi je viens au Pays Basque, je risque rien, quoi. Enfin, mais eux se sont engagés, s'engagent, et ils ont dans le peuple basque une auréole, enfin une aura incroyable. Et ce sont ces gens-là qui vont demain construire la paix. Donc faudrait peut-être les laisser tranquilles, les laisser travailler pour la paix. Voilà.